Merci de suivre les programmes de Médien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Afrique. Les enfants déficients visuels ont aussi droit à l'éducation, à la santé, à l'attention de leurs parents et de tous. Beaucoup d'entre eux ne bénéficient pas d'un cadre idéal pour leur épanouissement. Tel n'est pas le cas pour l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles du Sénégal. Malheureusement, cet institut étant le seul à ce jour préparé pour accueillir des élèves déficients visuels de l'élémentaire jusqu'au secondaire est encore mal connu du grand public. Malheureusement, cet institut étant le seul à ce jour préparé, comme je disais tout à l'heure, quelle prise en charge pour ces élèves non-voyants? Quelle stratégie faudrait-il envisager pour un meilleur épanouissement de ces apprenants? Quels sont les mécanismes mis en place par l'État sénégalais pour une meilleure inclusion éducative et sociale des élèves déficients visuels? Voyons tout cela avec nos deux invités déjà sur ce plateau. Nous avons ici Ali Dia, instructeur pour la personne handicapée visuelle, enseignant spécialisé, coordonnateur du projet d'éducation inclusive SHC INEFJA. Vous êtes présentement en service à l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, merci et bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à mon collègue, frère, professeur, M. Diouf. C'est un grand plaisir de venir au niveau de ce plateau et de parler de l'éducation des aveugles, de l'éducation spéciale, mais aussi de l'éducation inclusive au Sénégal au profit des enfants déficients visuels. Merci beaucoup. Effectivement, nous sommes avec M. Moussa Bouri Diouf. Vous êtes déficient visuel, professeur de lettres et coordonnateur du projet Homme Pays INEFJA. Merci d'être avec nous. Merci, le plaisir est bien partagé. À ce niveau, nous sommes là en tant que rapporteur et coordinateur du projet de la bibliothèque sonore accessible pour les aveugles, sous la coupole de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, sous l'égide de l'ABC, organe exécutif, diligenté donc par l'INEFJA. Nous sommes là à ce titre. Alors justement, l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles au Sénégal a célébré ses 40 ans en février dernier. Pourtant, cette école n'est pas vraiment connue du grand public, je le disais à l'entame de mes propos. Selon vous, M. Dia, qu'est-ce qu'il explique? Oui, l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles qui accueille des enfants et des jeunes déficients visuels a connu donc depuis 1982 des tournants importants. Il faut comprendre qu'en 1982, c'était en fait sous la coupole des organisations de personnes déficientes visuelles, dont l'UNAS, l'Union nationale des aveugles du Sénégal, et qui fonctionnait à peu près comme une organisation. Donc c'est tout récemment, en 2020, que nous avons eu le premier décret instituant, organisant un peu le règlement de cet établissement, le décret 792-2020, et que de 82 à ce jour-là, il faut se dire, il y a deux choses. La première, c'est que les années 80-90, comprenant que la vie de la personne handicapée visuelle, handicapée en général au Sénégal, est entourée de préjugés sociaux qui faisaient qu'en fait, des enfants n'étaient pas envoyés à l'école, donc les parents n'étaient pas carrément informés ou ne voulaient pas aller vers ces établissements. C'est ce qui a fait que cette école, à un certain moment, n'était pas très bien connue. Dites-vous bien que jusqu'en 2006, c'est en 2006 que l'INEFJA a fait pour la première fois le plein de sa capacité. Parce que c'est en fait un régime d'internat. C'est en 2006 que l'INEFJA a atteint une capacité d'accueil remplie. C'est en 2006, de 82 à 2006, il y avait toujours des places qui restaient. C'est en 2006 que ça a commencé à changer avec le travail des associations aussi, avec le travail aussi des enseignants, des parents qui ont voulu inscrire les enfants là-bas et qui ont commencé à faire la sensibilisation. Et maintenant aussi, nous avons vu que parallèlement avec cette montée des maladies handicapantes, il y a eu beaucoup d'enfants
déficients visuels, beaucoup d'enfants handicapés au Sénégal. Et ça, à travers les associations, il y a eu beaucoup de sensibilisation. Mais cette école a vraiment... voilà, c'est en 2020 que cette école a commencé à avoir carrément... Alors, Monsieur Diouf, beaucoup d'experts disent que le premier mot de communication est visuel. Et le geste vient en second. Et vous, vous utilisez justement l'écriture de braille pour enseigner. Comment se passe cet apprentissage avec vos élèves non-voyants? Oui, vous me permettrez, mon maître, mon administrateur a fait cas du décret du 19 mars 2020 et entré au cachet, en tout cas, si nous pouvons le dire ainsi, légal de l'Institut. Et nous le devons ça à vraiment en tout cas l'estime qu'a le chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, qui a bien voulu nous le ratifier, si nous osons le dire ainsi. Entre autres, il est en train de réhabiliter l'institution. Maintenant, pour en revenir à votre question, vous savez, je m'en vais faire cas de notre credo et des dires de Saint-Exupéry pour répondre à votre question. Nous cherchons la lumière pour voir et non les yeux. Et cette lumière, nous la voyons dans les neurones. Ce sont les yeux qui regardent, l'esprit voit. Antoine de Saint-Exupéry, dans son récit Vol de nuit, à la page 87, nous stipule ceci. En vérité, nous ne voyons bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et cette bibliothèque sonore qui vient à son heure nous met en exergue. Nous communions, nous extériorisons nos pensées par le biais de synthèse vocale incorporée dans les ordinateurs et les matériels électroniques. Ce qui nous vaut présentement ce projet embryonnaire de l'OMPI qui consiste donc à mettre en œuvre une bibliothèque sonore accessible pour pas seulement les aveugles. Et cette bibliothèque sonore sera conçue sous 3 phases. Un support audio, tout le monde en a besoin, du braille pur et dur, et des gros caractères pour les personnes qui ont des difficultés de lecture des textes produits. Voilà où nous en sommes. Maintenant, nous anticipons un peu parce que pour ce faire, il nous faut des autorisations. Nous ne pouvons pas à l'emporte-pièce produire en braille, en support audio ou autre sans avoir l'aval et des maisons d'édition et des auteurs. À ce jour, le romancier sénégalais Mamadou Samb nous a légué toute sa production, même posthume, dit-il, avec son roman, ce bel oxymore qu'est le regard de l'aveugle, que nous avons exposé dans les différentes foires auxquelles on nous a conviés. Donc il y a des personnes de bonne volonté aussi qui vous appuient justement. Absolument. Pas plus tard qu'hier, Marouba Fall m'a appelé pour confirmer. Et les autres sont en essence de le faire, j'en suis persuadé. Et votre institut est une école publique, justement. Quels sont les mécanismes mis en place par l'État sénégalais pour une meilleure inclusion sociale et éducative des élèves, justement, malvoyants, Monsieur Dia? Oui, cette école, avec le décret 792-2020, est déjà un établissement public, donc sur régime d'internat. Tous les enfants qui sont inscrits sont pris en charge totalement. Sur le plan de l'hébergement, sur le plan de la santé, sur le plan du transport, sur le plan aussi des études. L'État du Sénégal a recruté un personnel suffisant pour l'encadrement. L'État du Sénégal a mis à la disposition de ces enfants déficients visuels un personnel aussi qualifié, un directeur nommé par décret présidentiel, c'est la première fois, et aussi un personnel enseignant assez outillé pour l'encadrement de ces enfants. À l'intérieur, ce que nous avons au niveau de cet établissement, nous avons un enseignement à 2 strates. Nous avons un enseignement dit ségrégé de l'élémentaire du CI en classe de CM2 où les enfants sont ensemble dans une classe spécialisée encadrée par un enseignant spécialisé. C'est le lieu de, en fait aussi de les remercier, de les encourager sur tout ce qu'ils font, ce qu'ils abattent au jour le jour. Et cet enfant-là qui est dans un programme dit ségrégé, quand il passe l'examen, il faut le dire aussi, passe l'examen dans les mêmes conditions que les enfants voyants du Sénégal. Et passe les mêmes évaluations que tous les enfants du Sénégal. Il y a un dispositif que le ministère de l'Éducation nationale a mis en place pour que tout enfant aveugle puisse passer l'examen du CFE, du BFM, de l'entrée en 6e et du baccalauréat. Ça, le ministère de l'Éducation nationale a vraiment réussi donc, ce défi.
Et quand l'enfant déficient visuel de l'INEFJA, pensionnaire de l'INEFJA, rentre en 6e, il est orienté au collège. À Thiès, nous avons ce qu'on appelle les collèges conventionnels, c'est-à-dire il y a des collèges et lycées qui sont identifiés pour accueillir ces enfants déficients visuels. En quoi faisant, l'INEFJA détache un enseignant qui est appelé encadreur, qui a la charge de préparer l'intégration de cet enfant au collège, qui prépare les professeurs et qui aussi se charge de la transcription en amont et en aval de toutes les évaluations. J'explique. Si nous prenons le professeur, par exemple la discipline l'anglais, le collègue, donc enseignant spécialisé qui est détaché dans le collège, va prendre les évaluations, les textes à étudier et tout, va les faire en braille pour que l'élève de l'INEFJA qui est dans ce collège-là puisse avoir ses outils à temps. Et s'il y a des évaluations aussi, c'est la même chose. Et quand le professeur va donner le matin donc, ses polycopes aux voyants, il va remettre donc, la polycope braille donc, carrément à l'élève déficient visuel. Pour ce qui est de la formation de vos jeunes aux disciplines littéraires, vous avez souvent besoin de leur reproduire en braille des extraits des œuvres au programme, tout simplement parce que vous n'avez pas le droit de reproduire ces œuvres en intégralité. Et Monsieur Diouf, dans le cadre de votre projet, vous coordonnez un projet entre l'OMPI et l'INEFJA. Qu'en est-il exactement? Alors, c'est pour la conceptualisation d'une bibliothèque sonore accessible à tous, notamment aux aveugles et aux personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés. C'est dans ce cadre-ci que l'OMPI est venu à son heure, à la bonne heure. L'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, un démembrement onusien, et en son siège à Genève en Suisse, WIPO, le terme anglais c'est WIPO, World International of Property Organization, et qui nous a chargé, donc c'est sous sa coupole, sous l'égide de ABC Exécutif et sous notre diligence, nous devons donc, puisque vous en faisiez cas tout à l'heure, nous devons de produire intégralement les œuvres. Mais pour ce faire, il faut avoir l'aval des maisons d'édition et des auteurs, parce que le Sénégal n'ayant jusque-là pas ratifié le traité de Marrakech qui nous aurait permis d'y avoir accès directement. Et tenez-vous bien, madame, à ce jour, seuls 7% de ces œuvres littéraires du monde nous sont accessibles, nous autres aveugles. Nous aurions bien aimé vous lire et produire au même niveau, au même titre, au même moment et au même prix. Alors, depuis quelques années, vos apprenants ils sont plus spécialisés dans les disciplines scientifiques. Qu'en est-il justement de cette formation? Oui, bon, nous avons eu l'expérience avec une étudiante donc, qui a eu son bac en série S et qui est actuellement à l'étranger en train de continuer. Mais la principale difficulté que nous avons au niveau de ces disciplines scientifiques, c'est au niveau de l'acquisition du matériel didactique. Parce qu'en fait, la déficience visuelle, c'est quoi? C'est la perte de la modalité visuelle. Et automatiquement, la personne handicapée visuelle compense à travers donc, ces techniques telles que le toucher et l'olfactif, l'odorat et tout ça. Et là, actuellement, par exemple, si nous prenons dans les collèges ou les lycées qui ont des labos, le matériel n'est pas accessible pour les enfants déficients visuels, pour les étudiants déficients visuels. Et ça pose problème. Le deuxième problème, c'est au niveau même de l'outil d'écriture. L'outil d'écriture qui est composé de deux éléments, dont un poinçon, c'est une pointe, et une grille appelée tablette braille. Donc, c'est une grille qu'on ouvre et dans laquelle on insère une feuille. Oui. Imaginez, madame, les aveugles qui utilisent cette technique-là ne peuvent pas écrire et lire en même temps ce qu'ils écrivent. Ils vont écrire pendant un moment, tirer la feuille, la retourner pour pouvoir lire ce qu'ils ont écrit. Et ça, avec les mathématiques, avec les sciences, ça encore pose énormément de problèmes. Mais néanmoins, nous avons, depuis quelques années, un professeur spécialisé dans le domaine et qui est déficient visuel de son état et qui accompagne donc les enfants. Il y a 20 ans de cela, les élèves déficients visuels avaient
peur de ces disciplines. Justement, les mathématiques, il y a le cubarythme qui est un instrument destiné à l'apprentissage de l'arithmétique, de l'algèbre, de la géométrie, mais cet outil, cet instrument coûte un peu cher, 92 € environ, donc 60 000 francs CFA. Est-ce que justement, vous avez cette possibilité-là d'en acquérir beaucoup et permettre à ces enfants d'utiliser cet outil, Monsieur Diouf? Oui, mathématiques, je suis littéraire quand même. Oui, je vous rends la parole immédiatement. Ouais. Au-delà de la charité n'est pas un problème parce que l'État du Sénégal, le ministère de l'Éducation nationale, apporte son soutien, son appui à cette école. Et le problème réel, c'est que c'est du matériel qui n'existe même pas au niveau continental. C'est-à-dire, c'est du matériel qui n'est pas commercialisé au Sénégal, ni aussi dans la sous-région, ni en Afrique. C'est du matériel qui est commercialisé en Europe et aux États-Unis. Donc, et c'est du matériel aussi, si vous commandez, vous passez à la douane, il faut aussi de payer parce que nous sommes dans ça depuis quelques années. Mais c'est le problème. Le problème, c'est vraiment l'accessibilité de ce matériel au niveau local. Du fait que si l'État n'appuie pas, les parents n'ont pas les moyens donc matériels pour aller s'en procurer. Et comme vous l'avez dit, c'est un matériel hyper important pour tout ce qui est calcul, tout ce qui est mathématique et qui permet, et d'ailleurs je le dis souvent à nos chers inspecteurs, si les élèves déficients visuels découvraient ce matériel-là, même les enseignants l'auraient utilisé dans les classes ordinaires parce que c'est pragmatique, c'est pratique pour tout ce qui est calcul, tout ce qui est multiplication, tout ce qui est division, mais au-delà de ça, tout ce qui est factorisation et mathématiques pure et dure. Monsieur Diouf, à côté de l'hébergement, la prise en charge, l'éducation que reçoivent les élèves non-voyants, quels mécanismes avez-vous mis en place, quels d'autres mécanismes que vous avez mis en place? Oui, il y a l'usage de l'outil informatique, parce que tantôt vous parlez de cubarythme et d'ABAC, j'allais vous dire, hein, c'est le même instrument mathématique, technique qui le servent de calcul. Concomitamment, nous utilisons l'ordinateur, nous les initions. Voilà, il y a des symboles qui y sont, il suffit de combiner. Quand vous mettez par exemple Alt-GR L0, vous avez arrobase. Voilà. Quand vous voulez avoir, jazz, vous combinez Alt-GR et le 3 sans activer le caps lock du genre. Voilà, du genre. Ensuite, dans l'ordinateur, ils sont incorporés des applications, notamment le NVDA, No Visual Desktop Access, qui vous permet de rendre le clavier audible. Vous touchez, vous combinez, vous écrivez. Et puis, le clavier est disposé en combien? 6 lignes. Alors, il y a l'alphabet informatique AZERTYOP selon la langue. QWERTYOP si c'est anglais, après QSDF, GHJKLM, WXCVBN, nous mémorisons. Ensuite, il y a des 2 touches repères à gauche avec l'index gauche, le F. Au F, vous êtes devant votre ordinateur, madame, il y a une bosse. Au F, vous voyez une bosse, c'est notre repère. Oui. Au J, vous avez une autre bosse. Ce sont les 2 seules touches bossues qui nous permettent d'avoir des repères. Et vous mettez, rappelez-vous de votre première leçon de jardin d'enfants, ma main, voici ma main, est là. Et c'est facile également pour ces apprenants? Oui, il suffit d'apprendre. L'alphabet braille est plus complexe et ils l'ont mémorisé. Ils l'ont maîtrisé. Et pour suivre la taxonomie de Bloom, au-delà de mémoriser, ils ont compris. Ils ont appliqué, ils ont analysé, ils ont évalué. Maintenant, ils créent, ils gèrent, ils génèrent. Mais en ce qui concerne leur épanouissement, comment ça se passe au sein de votre établissement? Est-ce que ces enfants-là sont épanouis? Tout à fait. Vous ne me voyez pas? Si. Ils le sont plus. Oui, au sein de l'établissement, il y a diverses activités qui sont mises en place. Des activités pédagogiques, mais aussi puisqu'il s'agit d'un campus, il y a aussi des activités culturelles qui sont donc aussi mises en place. Et à côté aussi, il y a des activités sportives. Donc avec le CC-Foot, le tourball, la lutte sénégalaise et des enfants qui font des activités au-delà même des heures de cours, qui sortent, qui font des sorties pédagogiques. Et l'INEFJA, en fait aussi, a mis en place un dispositif qui permet de se rapprocher des parents, de se rapprocher aussi
de ces élèves qui viennent de partout du Sénégal. Et c'est en ce moment que l'INEFJA, en partenariat avec une ONG belge, Sensorial Handicap Corporation, SHC, a mis en place un projet d'éducation inclusive. Mais ce projet d'éducation inclusive cible déjà des régions éloignées. Donc parce que imaginez à Ziguinchor, quand un parent a un enfant déficient visuel, pour l'envoyer à l'INEFJA, il doit venir faire le test, déposer un dossier, revenir pour un test, attendre les résultats pour que l'enfant soit inscrit. Donc l'INEFJA s'est dit, on est en 2020, c'est en 2000, il faut qu'on aille vers ces il y a aussi une collaboration avec d'autres établissements scolaires, dits écoles sœurs. Comment ça se passe, Monsieur Diouf? Parlez-nous un peu de cette collaboration. Voilà, c'est le système intégré. Il vous l'a dit à l'entame de ses propos. Après l'entrée en sixième, ils sont insérés dans les collèges d'accueil. Voilà, les différents collèges ciblés, ils intègrent, ils participent comme tout le monde à accueillir et recueillir froidement, ou en tout cas comme cela se doit, les enseignements apprentissages. Et sont évalués après transcription. Chaque fois qu'ils finissent, les encadreurs se doivent de transcrire. Ensuite, au-delà, il y a ce qu'on appelle le tiers-temps, parce que quand une épreuve est étalée là sur la table, vous avez 2 heures, moi je le fais en plus de 2 heures. On appelle le tiers-temps. J'aurai quelques minutes de plus, 30 voire plus, n'est-ce pas, de rajout liés donc à ma déficience, qui n'est pas de surcroît un handicap, parce que je suis simplement en situation de handicap. Mais au-delà, nous nous débrouillons. Vous vous imaginez, madame? Oui. Coupure de courant, électricité, un sujet écrit au tableau. Vous êtes en situation de handicap. Effectivement, parce que je ne pourrais pas justement écrire. Absolument. Et si on me met mon sujet en braille, je vous devancerai rapidement. Ça, c'est sûr. Voilà, on y hop, nous sommes au même niveau d'information. Donc, c'est ce que je disais tantôt également, notre handicap n'est pas notre nature. Nous sommes simplement en situation de handicap. D'accord. Voilà, que nous essayons de contourner par moment. Je suis curieuse de savoir, ces élèves-là apprennent dans votre établissement, après le bac, comment ça se passe l'orientation? Monsieur Dia, comment se passe justement cette orientation à l'université? Bon, après le bac, il y a en fait un dispositif qui est mis en place actuellement au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est vrai qu'il y a 10 ans de cela, on n'avait pas ça. Donc les étudiants ont été obligés de recourir à l'étranger pour continuer les études. Mais il faut dire qu'il y a des efforts que l'État du Sénégal a fait au niveau de cette université et qu'un dispositif est installé au niveau donc, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où un enseignant spécialisé est chargé donc, de faire le travail d'impression, donc de transcription en amont et en aval de tous les travaux. Ils ont aussi en même temps mis en place, installé une machine embosseuse braille qui permet d'imprimer les textes en braille, et des professeurs aussi sont sensibilisés. Actuellement, il y a un nombre assez important, un effectif assez important d'étudiants déficients visuels donc, qui se trouvent au niveau de cette université. Et au-delà des enseignements apprentissages, il y a une prise en charge donc, qui leur est faite au niveau de ce campus pour que ces enfants, pour que ces jeunes puissent avoir la facilité de pouvoir réussir donc, les études. Donc, ça, pour l'instant, à l'université de Dakar, nous l'avons et nous travaillons pour que les autres universités puissent aussi donc, dupliquer ce modèle-là pour que l'étudiant de Thiès puisse rester à Thiès, l'étudiant de Saint-Louis puisse rester à Saint-Louis. Ça, nous sommes là-dessus. Mais au niveau de l'élémentaire et au collège, nous avons carrément un dispositif. Dans le cadre de ce projet dont je parlais tantôt, nous avons terminé l'élémentaire, donc nous avons nos premiers jeunes qui vont aller au collège. Et nous, pour assurer ce continuum-là, nous proposons de mettre en place ce qu'on appelle des unités d'accueil et d'aide à l'intégration. Alors, voilà. Monsieur Diouf, je vais vous poser une dernière question parce qu'on va arriver presque à la fin de cette émission. C'est toute une étape. Hein. Arriver à l'université, il faut s'insérer dans le monde professionnel. Vous êtes professeur de lettres littéraires, mais seulement d'autres personnes peut-être n'ont pas cette chance. Comment ça se passe justement? Oui, et nous en sommes très conscients. C'est à ce niveau que nous rendons davantage grâce au bon Dieu
parce que c'est quinquagénaire que cela nous est arrivé. Bon, le hasard n'existe pas. Lui, c'est mon maître. Hein. Lui, devant moi, il m'a pris le bras, c'est mon administrateur. Il m'a orienté, il m'a mobilisé, ce que nous appelons communément mobilité-orientation. Et nous nous sommes aussitôt approprié l'outil informatique. Déjà, dans ma pratique professionnelle, j'utilisais le vidéoprojecteur combiné à mon ordinateur pour émettre mes fiches de lecture. Ce qui m'a facilité l'insertion avec bien évidemment la maîtrise du braille. Donc j'allais vous faire une démonstration avec malheureusement le temps qui nous est imparti, avec mon ordinateur audio. C'est comme ça que je communique avec mes élèves. Et il leur arrive souvent dans les évaluations d'écrire en braille. Voilà, inutile de me les transcrire, je peux lire directement. Sinon, transcrivant, il me les dicte et puis j'évalue. C'est là où nous en sommes. Maintenant, cela, parce que c'est à des niveaux différents. Il y en a qui éprouvent beaucoup de problèmes, énormément. Il faudrait que les uns et les autres, comme lui-même, mon maître et tant d'autres, les épaules, qu'ils les approchent et qu'ils y apportent leur touche socio-culturelle, madame. C'est autre chose. Madame, dans ces ténèbres-là, je l'ai dit l'autre jour dans une conférence, nous prions pour que vous ne perdiez jamais la vue. C'est un conseil de sage. De sage. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je suis vraiment désolée. À l'instant, Monsieur Moussa Bouri Diouf, vous êtes déficient visuel, mais professeur de lettres et coordonnateur du projet MPI et INEFJA. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir est partagé, madame. Vraiment, nous en sommes très ravis. Monsieur Ali Dia, vous êtes un instructeur pour la personne handicapée visuelle, enseignant spécialisé, coordonnateur du projet d'éducation inclusive SHC INEFJA. Vous êtes présentement en service à l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Tout le plaisir est pour nous. Vous nous aidez à en fait faire notre publicité, vous nous aidez à sensibiliser ces personnes et ce public. Merci à vous tous. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Média et portez-vous bien.